Chaque semaine, depuis 3 ans, Simon plonge en compagnie des 7 squales du bassin. Avec Ludwig, il joue au laveur de carreaux, sous l'œil ébahi des visiteurs. Ici, c'est tous les jours vendredi, jour du poisson. À Nausicaa, l'aquarium de Boulogne-sur-Mer, 36 000 poissons battent joyeusement des nageoires. Une Dream Team de 150 employés s'active à leur bien-être et à celui des 600 000 visiteurs annuels. Bonjour. On s'y bouscule pour admirer ces peluches sur pattes, un poil joueuse. Allez, Kenya. Voir des raies nourris à la carte et menés à la baguette. Là, c'est du training. Les raies sont habitués à venir sur la cible bleue pour manger. Admirer de belles voix. Dinosaure! Ou se faire quelques frayeurs. Il n'associe pas soigneur et nourriture, on a fait ce qu'il fallait pour ça. Bien sûr, il faut faire attention que des accidents ne se produisent pas. Bienvenue 20 000 lieues sous les mers, dans l'un des plus grands aquariums de France. « 8 h du matin, à Nausicaa. L'aquarium est idéalement situé en bord de plage, face à la Manche. Nous sommes dans le Pas-de-Calais. Donc là, on va rentrer Xino et Frido. C'est parti. Dans le bassin des Otaries, Virginie s'occupe de Xino, un mâle de 17 ans. Virginie, c'est l'amie des lions de mer de Californie. Depuis 13 ans, elle les cajole. Et comme chaque jour, on attaque par un petit brossage de dents. On veut essayer d'éviter le dépôt de tartre. Il n'aime pas spécialement le brossage de dents, surtout que là, on a rajouté du dentifrice à la fraise, donc c'est pas spécialement. Donc on va bien rincer pour pas l'embêter. C'est bien ça. Est-ce que tu as une belle bouche, Xino? Oui, très bien. Après le lavage de quenottes, Xino doit se mettre au boulot. Cette fois, c'est Corinne qui prend le relais pour un exercice un peu particulier, l'entraînement médical. On reste. Voilà, je couche la machine. C'est bien, tu saches. Très bien. Donc là, en fait, on simule l'échographie des reins. Et il faut habituer vraiment l'animal à ce que le matériel bouge, à ce qu'il fasse du bruit avec le clavier. C'est parce que lorsque la vétérinaire elle vient, eh bien, elle a besoin d'effectuer réellement les échographies. Donc pour faciliter son travail, éviter les risques d'agressivité, éviter le stress des animaux, eh bien, on les habitue. Ok, Xino, bien. Super. Xino, ok. Et pour un check-up complet, on vérifie aussi les poumons de Xino. Tu vas écouter le cœur. Tu viens? Allez, debout. Voilà. Souffle. 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 Naturellement, quand ils soufflent, on a dit l'ordre, on a récompensé. Et maintenant, ils le font sur commande. C'est un peu ça le but de tous les exercices. Souffle. Ok, bien. On reste. Souffle. Tournez. C'est bien. Et roulez. Ok. Tu dis au revoir? Au revoir. C'est maintenant au tour de Speedy, un petit lion de mer de 217 kilos, de passer la visite médicale. Alors là, on va faire échographie des yeux. Donc ça, c'est vraiment pointu. C'est la vétérinaire qui le demande pour voir l'état des yeux, parce que les otaries ont souvent des problèmes de cataracte. Parce que la cataracte, chez nos otaries, c'est bien embêtant parce que dehors, sur les rochers, tout ça, quand on voit plus clair, c'est pas très pratique. On y va? Oui. Voilà, on touche. On reste, Speedy. Ça a l'air simple comme ça, mais pour arriver à ce degré de confiance, il a fallu des années. Voilà, ça y est. Ok. En fait, le truc, c'est que... C'est bien, Speedy. C'est très bien. Oh, tu es sage. Le truc, c'est qu'on ne les force pas dès le départ à faire cet exercice-là, ou le brossage de dents, par exemple. Moi, je peux comparer avec mon propre enfant. On a souvent tendance, on se dit, on va brosser les dents du gamin, on lui ouvre la bouche de force, on le brosse, il hurle. Mais eux, non, parce qu'on ne va pas les forcer, on ne va pas leur ouvrir la bouche de force. Donc, en fait, on va y aller tellement par petites étapes qu'on obtient un truc à la fin qui est extraordinaire. Mais check. Ok, bien. Dans la nature, l'espérance de vie des otaries est de 20 ans. Grâce au travail de Virginie et Corinne,
Ici, elles sont soignées et peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Des méduses aux tortues de mer, à Nausicaa, on trouve l'un des plus grands panels d'espèces marines de France. Ici, on a le monde à portée de main. Chaque mer ou océan est représenté jusqu'au niveau local avec l'aquarium de la Manche. Au total, on recense ici plus de 36 000 individus. Alors pour nourrir toutes ces bouches, il faut de la méthode. Salut. Ça va et toi? Ça va. Depuis 3 ans, Thomas est le soigneur de la section mer froide. Dans les faits, il est multitâche. Aujourd'hui, il va exercer 30 métiers différents. Ce matin, il est monsieur Congélo, chargé de ranger la nourriture. On va rentrer ça dans le congélateur. Dans ce congélateur à taille humaine, la température est de moins 22 degrés. On y conserve assez de provisions pour se faire une orgie marine. Alors là, on a de la mangue, par exemple, ça c'est pour les tortues et les iguanes. On a des cuisses de poulet pour les caïmans. On a vraiment tout le type de nourriture en fonction des envies et des besoins de nos animaux. Chaque année, les animaux de Nausicaa consomment 12 tonnes de nourriture, dont 8 sont dédiés exclusivement aux gourmands de Zotari. Direction la cuisine pour ranger les provisions de la semaine. Donc là, je vais sortir toute la nourriture qui est déjà décongelée, que je sais qui va être consommée dans la journée, pour faire place nette dans le frigidaire, pour pouvoir mettre la nourriture qu'on vient de sortir des congélateurs. Ça, c'est de la tentacule de calamar, donc les requins en raffolent. On va couper les différentes tentacules, mettre de la vitamine, et les requins vont en fait consommer. C'est un de leurs mets favoris. La chance. Là, on rentre dans la phase physique. Voilà. C'est une plaque de poisson compacte, donc là, on est vraiment obligé malheureusement de la casser en deux, quoi. Si on décongèle la plaque, on sait très bien qu'il y a une moitié qui sera plus consommable par nos poissons. Qu'au bout de quelques jours, le poisson va tourner et c'est pour ça que je dis malheureusement, ça serait plus simple de décongeler une plaque, mais ça ferait du gaspillage. Voilà, déstockage terminé. T'as regardé l'état des réservations aujourd'hui? Oui. Alors on est à combien? 1874. 1874. À l'entrée du bâtiment, Stéphane, le manager en polo noir, est sur le pied de guerre. Il s'apprête à accueillir les premiers visiteurs du jour. Bon. Je les ferai passer par ici. Les caisses sont les caisses à l'intérieur pour ce matin? D'accord. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. En pleine saison, l'aquarium peut accueillir jusqu'à 6000 visiteurs en une journée. Ça fait beaucoup de bonjours. Direction maintenant les sous-sols du centre, sous la partie réservée au public. Des kilomètres de couloirs que le manager arpente tous les jours. Stéphane, c'est le doyen du centre, l'un des membres fondateurs. Il a participé à son élaboration il y a 30 ans. Ce que les visiteurs ne perçoivent pas, c'est qu'il y a environ une cinquantaine d'aquariums et d'enceintes en exposition. Et puis ici, en coulisses, il y en a 200, plus de 200, où on prépare les expositions, où on a les doublures, où on a les animaux qui sont en croissance, les animaux qui viennent de se reproduire, ou ceux qui ont besoin de se reposer un peu avant de retourner faire leur show en exposition. C'est un véritable labyrinthe, un dédale. Il y a des couloirs partout, des passages secrets qui nous permettent d'apparaître devant les visiteurs, ou bien d'être derrière les aquariums sans que les visiteurs soupçonnent notre présence. Et tout ça, c'est invisible, c'est-à-dire qu'on visite l'expo, on a le rêve, et puis derrière, nous ici, on peut s'activer, on peut s'affairer. Et tout ça à l'insu des visiteurs. Ça nous va complètement. Hello. Pendant que Stéphane continue sa tournée, au fond de la réserve, nous faisons connaissance avec une petite famille d'hippocampes. Bon, on va y aller comme ça. Thomas, lui, a abandonné son congélo pour enfiler son costume de déménageur. Il y a une opération assez délicate parce que ce sont des petits animaux. On évite au maximum le stress. Il est chargé de transporter ces hippocampes dragons, une espèce rarissime, dans leur nouveau logement. La pêche est finie. Pour le transfert, Thomas plonge les hippocampes dans le noir. Ça évite justement une variation de la lumière, de voir des ombres passer.
Et les poissons sont assez sensibles à ça, donc les mettre justement dans un conditionnement fermé et dans le noir, c'est optimal pour eux. Après 3 mois en réserve, c'est enfin l'heure de gloire. Les hippocampes rejoignent l'aquarium d'exposition. Mais avant qu'ils ne s'installent, il faut déloger les anciens locataires. Ce qu'on va faire, c'est que moi je les pêche, je te les donne, tu les mets dans la cuve et voilà. On fait ça? Allez, on est parti. Alors là, on capture les anciens pensionnaires, donc qui sont les requins buffles. On va les descendre en réserve et on va mettre les nouveaux pensionnaires qui sont les hippocampes dragons. Hop, on les met dans le noir comme les hippocampes et là on est parti. La température de l'eau en réserve et la température de l'eau en exposition sont exactement les mêmes. Donc les conditions pour eux ne changent absolument pas. Et l'animal sort de lui-même en fait. Toujours dans le respect de l'animal, c'est l'animal qui choisit de sortir et pas nous qui vidons la barquette. Les hippocampes peuvent enfin emménager. Alors ok, ça n'est pas un palace, mais un bassin de 2 mètres cubes. Il ne leur reste plus qu'à prendre possession des lieux. Pour alimenter tous les bassins du centre, direction le bord de mer, à 2 pas des aquariums. Évidemment, ça ne se voit pas, mais sous cette plage, des tuyaux récupèrent l'eau de mer. Frédéric est le gardien de l'eau. Avec Angélique, sa stagiaire, il vient vérifier que tout fonctionne. Ce renouvellement d'eau de mer naturelle, il est surtout là pour amener des sels minéraux, des éléments qui sont présents de manière naturelle dans l'eau de mer et qui sont vitaux pour nos animaux. Chaque jour, les pompes en sous-sol prélèvent 130 mètres cubes d'eau, soit 3% du volume total des aquariums. À 5 mètres de profondeur, on a posé des tuyaux qui vont être chargés de récupérer cette eau de mer en permanence. Pourquoi les drains sont sous le sable? Alors oui, il faut bien comprendre que les tuyaux ne débouchent pas directement dans l'eau. Déjà d'une part pour éviter d'aspirer des animaux, ça serait quand même dommage, mais c'est surtout qu'en laissant ces drains sous le lit de sable, eh bien l'eau va se frayer un chemin à travers les grains de sable de la plage de Boulogne. Et on va donc récupérer une eau déjà filtrée grâce à la plage de Boulogne. Allez Fred, fini le cours, maintenant faut bosser. Sur les 2 pompes, on vérifie la température du corps de pompe, puisque ce sont des pompes, comme vous l'aurez remarqué, ce sont des pompes en plastique. On évite à Nausicaa l'utilisation d'acier inoxydable, tout simplement parce que l'eau de mer est très très corrosive. Et cette eau, avant d'être rendue au milieu naturel, on va la recycler. On va la filtrer, on va la stériliser, et elle va nous servir à laver tous nos systèmes de filtration avec de l'eau de mer grise, on appelle ça de l'eau de mer recyclée, plutôt qu'avec de l'eau du robinet. On va donc économiser chaque jour la bagatelle de 130 000 litres d'eau du robinet. C'est pas rien, puisque 130 000 litres, c'est la consommation d'une famille de 4 personnes pour 1 an, que l'on économise chaque jour en recyclant notre eau de mer pour le lavage de ces filtres. Une fois l'eau prélevée sous la plage, elle rejoint les 5 millions de litres des bassins. À Nausicaa, chaque jour, les filtres sont nettoyés. On vérifie la pression. Et là, on est bon. Ouvert, ouvert, fermé, fermé, fermé. Et on retrouve Thomas, qui encore une fois a changé de casquette, cette fois le soigneur et laveur de filtres. Ça, c'est la carafe filtrante qu'on a sur la table quand on mange. En plus gros volume, avec un débit beaucoup plus important, mais c'est le même principe. Pour alimenter les 300 bassins du centre, il y a une douzaine de kilomètres de tuyaux. Chaque jour, des dizaines de leviers à ouvrir et fermer. Bref, une histoire de vanne avec laquelle on ne rigole pas. Retour à la surface. Avec 1 million de litres d'eau, le bassin des Otaries est l'un des plus grands. C'est ici que Virginie et Corinne vont bientôt débuter l'animation. Speedy, saute! Bien, Speedy, très bien. Attention, c'est parti pour Xino et Fridolin. Fridolin, go! Regardez le déplacement de Fridolin à la surface de l'eau. Il surfe.
Face au public, certains lions de mer peuvent se montrer capricieux. Viens, Max, come. Il profite qu'il y ait du public pour faire des dérives un petit peu et de ne pas faire forcément tout de suite le comportement ou faire autre chose. Il profite de ça en fait. C'est des petits malins, ils voient qu'on est moins strict. On a le micro, on parle, c'est pas évident de faire les comportements avec les animaux parce qu'on regarde le public et les animaux n'aiment pas ça en fait. Ils ont besoin qu'on soit avec eux à 100%. Elles ont un cri très puissant parce que ce sont des mâles ici à Nausicaa. Nous avons un groupe de mâles. Speedy, crie. Speedy, crie. L'animation ne dépasse jamais 20 minutes. Au-delà, les otaries perdent toute concentration. Ah bah c'est sûr que quand on a plusieurs animaux en même temps, c'est difficile qu'il y en ait un qui fasse l'exercice et pas les autres. Ils ont tous envie de le faire vu qu'ils connaissent l'ordre. Maintenant, il faut qu'ils apprennent aussi à attendre, sans rien faire. Moi j'ai tendance à les comparer un petit peu à des enfants de bas âge. Et c'est difficile. Alors il y en a qui sont timides, donc ils ne vont pas prendre la parole facilement. Les animaux, il y en a qui ont envie de faire parce qu'ils savent le faire. Ils veulent absolument faire le comportement. Donc ils vont essayer d'attirer notre attention en faisant des comportements superstitieux, des mouvements nerveux, etc. Moi je sais. Et les enfants, lorsqu'on pose une question, est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Les trois quarts lèvent le doigt et ils répondent avant de lever le doigt. Donc c'est un petit peu similaire. C'est bien, super Fridolin. Vous voyez que là, Zino, il commence à tourner, ça commence à être long pour lui. C'est bien. On reste? Fridolin, Speedy, Zino. On reste? On bouge plus? Oui! Tous les lions de mer de Nausicaa sont nés en captivité. Après 13 longues années d'entraînement, l'entente avec les soigneuses est quasi parfaite. Pour le bien-être des otaries et de tous les poissons, l'eau de Nausicaa est sous haute surveillance. Ici, l'eau est un trésor dont dépend la survie des animaux. La qualité de l'eau pour ces animaux, c'est équivalent à la qualité de l'air que nous respirons. Donc forcément, nous, si nous avons un air pollué, eh bien notre santé va en pâtir. Frédéric, le gardien de l'eau, effectue des contrôles drastiques 2 fois par semaine. On est à 26,4 degrés, les 3 sondes sont d'accord sur la valeur. On est donc sur un taux d'oxygène qui est parfait, aux alentours de 98, tout va bien. On est à quasiment 0 g de sel par litre d'eau, 632 microsiemens, ça veut dire que là on est vraiment sur de l'eau douce. Et pourquoi vous bougez constamment les sondes? Les sondes sont chargées de mesurer tout ce qu'il y a autour d'elles. Donc le fait de bouger les sondes, ça va aider la sonde à avoir une valeur qui est la plus vraie possible et surtout qui va représenter le milieu le plus homogène possible. À Nausicaa, Frédéric contrôle 12 réseaux d'eau différents. Rien n'est laissé au hasard. L'eau n'est pas le seul élément indispensable à la santé des hôtes des lieux. On retrouve Thomas, désormais cuistot pour les poissons. Tu fais du combien en tour de main? Si t'as 2 mains, t'en prends 2. Avec Anne-Caroline, il prépare les repas des animaux en réserve, ceux qui sont destinés à être les futures stars de l'aquarium. Alors moi, je prépare la nourriture pour le R1, donc avec des requins gris. Je mets du merlan bleu, parce que c'est un poisson qu'ils aiment bien. Donc en plus gros morceaux pour que les raies évitent de les prendre. Et comme ça, eux, ils ont des morceaux, on va dire, de choix. On estime que pour un requin, il lui faut 1% de son poids par repas. En comparaison, un poisson clown, lui, on a estimé qu'il mangeait environ 20 fois son poids par semaine. Donc le plus gros n'est pas forcément celui qui consomme le plus. Retour au sous-sol. Avec 8 mètres de diamètre et 70 mètres cubes d'eau, ce bassin composé de requins et de raies guitares, oui, comme une guitare, est le plus grand de la réserve. Tu vois là la nourriture qui se déplace avec le courant. Donc tu vois les requins gris viennent manger, les raies guitares aussi. Donc là il n'y a aucun comportement suspect, donc tout le monde mange bien. Ils vivent en parfaite harmonie, c'est des animaux qu'on voit même dans le milieu naturel cohabiter ensemble. Allez, on passe au deuxième bassin. Et pour nourrir les raies aigles, oui, comme un aigle, Thomas utilise une méthode spéciale.
Un numéro qui n'est pas destiné au public, mais qui permet de surveiller leur alimentation. Donc là, c'est du training. Donc les raies sont habitués à venir sur la cible bleue pour manger. Elles accomplissent une action qui est bien faite. Elle est récompensée de la nourriture. Toujours dans le but, quand elles iront dans un autre bassin, avec d'autres animaux, qu'il suffira qu'on installe cette cible pour qu'elles viennent manger. Donc c'est aussi un moyen pour nous de savoir si elles vont bien. Si elles viennent manger, c'est qu'elles se sentent bien, qu'elles ont vraiment tout ce qui leur convient. Les soigneurs ont une méthode de nourrissage pour chaque animal. Dans le grand bassin, c'est sous l'œil curieux du public que Stéphane supervise aussi les repas. Avec Florent le soigneur, ils nourrissent les raies à point bleu. Ça, c'est le signal, d'accord. Elle a bien compris, hein. Elle est venue, là, elle attend. Regarde, elle sort de l'eau tellement. Elle te fait confiance, hein. Elle sort de l'eau pour manger. Elle a compris, hein. Ça valait la peine de faire tous ces entraînements, hein. C'est bien parce que à cet endroit-là, les autres poissons ne peuvent pas lui piquer sa nourriture, quoi, donc c'est... Voilà, je reviens, je remange. Je crois qu'elle se sert de ses yeux quand même, hein. Je crois qu'elle nous a bien vus, là. Il a fallu 3 mois à Florent pour mettre en place ces techniques de nourrissage indispensables. Dans un bassin de cette taille-là, un peu comme dans le milieu naturel, il y a des concurrences pour l'alimentation entre les poissons. Et les poissons qui mangent lentement sont parfois désavantagés. Et donc cette technique permet d'être certain que cette raie-là va trouver chaque jour la ration de nourriture qui lui convient. Alors c'est un apprentissage. Ce qu'a fait Florent au fil des semaines, c'est qu'il a proposé un bruit à la raie et il lui a proposé d'associer ce bruit à la distribution de nourriture à un endroit donné. Et le tout sans enfiler de gants. Si je mets le gant, elles peuvent déchirer le gant et ça peut l'avaler, donc c'est pas terrible. Donc, par souci de sécurité, j'enlève le gant. Je préfère qu'elles me mordent le doigt qu'on parte avec un morceau de latex dans la bouche. On a tous goûté la morsure de la raie, ouais. Mais c'est un apprentissage pour nous aussi, c'est ce que je dis. Malgré les morsures, Stéphane est heureux comme un poisson dans l'eau. Ah, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai fait toutes mes études en pensant à un métier de ce genre et j'ai eu cette opportunité extraordinaire. C'était au-delà de mes espérances. Je m'imaginais en train de travailler dans l'aquaculture et d'élever peut-être 1 ou 2 espèces de poissons. Et puis ici, avec l'équipe, on a 1 millier d'espèces différentes. C'est fantastique. Parmi les animaux qui fascinent Stéphane, ces 2 tortues géantes, offertes au centre il y a 3 ans par un éleveur privé. J'ai l'impression qu'elles ont compris ce qui se passait. Là. Oui, elles sont très au courant de ce qui se passe. Elles savent que c'est le moment du nourrissage. Elles vont s'énerver là, oui. Avec Simon, le monsieur reptile du centre, Stéphane continue à veiller au grain. Ah bah ça y est, les voilà. C'est par là que ça se passe. Au menu de ces 2 herbivores, framboises, petits pois et granulés. C'est pas mal ta formulation, ils mangent tout en fait. Ah ouais, ouais. Et encore là, j'ai pas mis énormément de choses. D'habitude, je rajoute des oranges, des endives, du pissenlit. Ah, tu vas chercher des pissenlits? Ouais, ouais, ouais. Bien traitées, ces tortues peuvent vivre plus de 150 ans et peser jusqu'à 300 kilos. Ces reptiles ont vécu comme ça, ont traversé les âges en utilisant l'énergie solaire pour se chauffer. Leur température dépend de la température du soleil. Donc on a créé un soleil artificiel qui envoie de la chaleur avec des projecteurs de chaleur qui créent des zones de chaleur et elles vont y aller pour recharger leur batterie quand elles en auront besoin. Ici, ces reines de beauté sont choyées. On se met en 4 pour le confort des belles. Pour qu'elle conserve une belle allure, eh bien, on applique un peu d'huile d'olive comme ceci, vous voyez. Et puis on n'a plus qu'à appliquer comme ça. Donc, vous voyez, la tortue, elle a l'habitude, hein, ça ne la dérange pas, elle continue à manger. Et au moins, elle conserve une carapace qui a une belle allure. Vous voyez, Stéphane la caresse, il n'y a aucun problème.
Elles aiment les caresses justement. Hein. Ça, franchement, c'est ton travail au quotidien, le résultat de tes efforts. Hein, alors tu vois, j'ai l'impression qu'ici, elles aiment bien parce que je crois qu'elles n'arrivent pas à se gratter toutes seules ici. Non, c'est pas possible qu'elles se grattent elles-mêmes. Alors évidemment, c'est pratique quand on a une main secourable comme ça, hein, les filles. Enfin, monsieur, pardon, excusez-moi. Après le repas des végétariennes, place aux carnivores. Un moment que les spectateurs ne rateraient pour rien au monde, le casse-croûte des requins. Il y a du monde sur le ponton, hein, ça va... Tu vas voir les spectateurs, là. Stéphane et Simon ont troqué les framboises contre des calamars, le péché mignon des requins. On utilise une perche avec un nœud blanc en bout pour pouvoir prendre la prise, comme ceci. Hop. Et ensuite, on la met en surface, justement pour que les requins viennent. Et nous, ça nous permet justement de voir quel requin a mangé. Alors, c'est qui, lui? D'accord. Et pendant que Simon distribue la nourriture, Stéphane note chaque tentacule avalé. Chacun de ces animaux a un coach nutritionnel et on sait quel est son profil d'alimentation mois après mois. Et avec ce genre de méthode, ben, on arrive à avoir des requins qui vivent très longtemps, qui atteignent des grandes tailles et qui sont toujours en forme. C'est un gris qui revient là. Simon, moi j'ai noté la grosse femelle. Hein, moi, je pense qu'elle l'a pris son calmar. Il y a un requin gris qui a essayé de lui piquer, mais je crois qu'elle a réussi à le prendre quand même. Hein. Au sommet de la chaîne alimentaire, les requins ont une réputation de chasseurs sanguinaires. Et le cinéma n'a rien fait pour redorer leur blason. Même quand ils sont en train de manger comme ça, ils se méfient de nous parce qu'on a tout fait pour qu'on maintienne réciproquement nos distances. Donc ils n'associent pas soigneurs et nourriture, on a fait ce qu'il fallait pour ça. Et donc si on tombait à l'eau là, je pense que le risque serait vraiment très faible. Bien sûr, il faut faire attention que des accidents ne se produisent pas, donc on fait tout ce qu'il faut pour rester hors de l'eau, et puis tout se passe bien. 18h30, fin de journée pour la population du centre. Une journée comme toutes les autres, bien remplie. Bonne soirée, bonne soirée. « 2h du matin, quand Boulogne-sur-Mer dort encore, certains profitent de la nuit pour partir en mer. Bonjour. C'est pour passer sur Corentin Lucas? Faut passer par le devant. Par le devant? Ok. Thomas a enfilé un nouveau costume, celui de marin cette fois. 2 fois par an, il part en mer avec des pêcheurs du coin. Cette nuit, il part chercher des poissons pour fournir son bassin mer du Nord. Bon, il est parti. Un embarquement en mer, on va dire que ça se mérite, sachant que nous, on n'embarque pas non plus tous les jours. Donc quand on embarque, c'est avant tout un bon moment, c'est de la polyvalence, on découvre un autre métier, ça change du quotidien. Et c'est parti pour 12 heures à bord du Corentin Lucas, un petit filayeur de 12 mètres de long. Et malgré une mer houleuse, Jonathan, le capitaine, garde le cap. Bon alors, on va chercher un peu de sol. Un peu de carrelé. Voilà. On arrive dans une période creuse, donc il n'y a pas trop grand chose à faire. Et après, on va faire le métier de sèche avec le casier. Thomas, la sole, ça ne l'intéresse pas. Il a une autre idée en tête. De là, on va récupérer quoi là? Des araignées. Ouais. C'est pour mettre dans l'aquarium. Ouais. Les araignées, ça va être dans les bulles. Les enfants, quand ils sont dans le tunnel, il y a des petites bulles et ils peuvent voir les homards, les araignées, tout. Là, on va en récupérer pour la sèche. Les pêcheurs bossent, imperturbables. Mais pour certains, c'est un peu plus chaotique. Ça bouge. Face au mal de mer, personne a les mêmes réactions à dire. Ouais, le mal de mer, c'est humain. Hein. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Après, les conseils, c'est faut tester. Faut venir en mer pour voir. Courage Thomas, plus que 10 heures à tenir. « 7 heures du matin, à Nausicaa.
on se réveille gentiment dans les aquariums. Cette femme de ménage commence son balai devant d'étranges spectateurs. Nettoyés, astiqués, les bassins doivent être toujours pimpants, à l'extérieur comme à l'intérieur. Je suis en train de trouver le petit endroit dans l'aquarium pour pouvoir descendre sans bouger le corail, sans trop remuer le fond et pouvoir trouver la meilleure position pour moi pour derrière pouvoir facilement nettoyer les vitres. Chaque matin, Simon débute sa journée en plongeant dans chaque aquarium une éponge à la main. Et comme tous les jours, il a une spectatrice très attentive. Je regarde si donc il respire bien, s'il n'a pas un problème au niveau de la respiration. Et puis si lui il a un problème, il peut me faire signe directement s'il ne se sent pas bien. Donc on a différents signes pour ça. Et s'il a un problème, je fais le tour et je le secours, tout simplement. Simon a presque terminé, mais il lui reste une tâche de taille, une dernière mission très délicate. T'as déjà préparé ton équipement, toi, Ouais, ma stab, Je vais prendre mon matériel, je vais tout préparer autour du bassin. Avec son camarade Ludwig, ils doivent nettoyer le bassin des requins. Et pour ça, la seule solution, effectuer une plongée. Les requins, ils n'ont aucun problème de plonger avec nous. On les dérange aucunement. On essaye de pas trop les déranger non plus. Vous voyez, ils sont pas très farouches. Ils viennent juste à côté de nous parce qu'ils savent déjà qu'on va se mettre à l'eau là. Ils aimeraient voir de l'action, à mon avis, les visiteurs. Ils aimeraient bien voir un soigneur passer à travers la mâchoire du requin. Mais bon, on leur explique à chaque fois que ça n'arrivera jamais, puisque c'est des animaux qui sont très habitués aux plongeurs et l'homme ne fait pas du tout partie du régime alimentaire des requins. Ouais, pas sûr que ça nous rassure, ça. La première plongée que j'ai faite, j'étais un peu surexcité, un petit peu en même temps inquiet, mais très vite, en fait, c'est plutôt l'envie d'aller sous l'eau, aller voir du requin qui a pris le dessus, on va dire, par rapport à l'inquiétude. Chaque semaine, depuis 3 ans, Simon plonge en compagnie des 7 squales du bassin. Avec Ludwig, il joue au laveur de carreaux, sous l'œil ébahi des visiteurs. Des poissons inquiétants, donc c'est vrai qu'on se demande toujours s'il ne peut pas arriver quelque chose quand même, c'est sûr. Je ne leur souhaite pas, hein, bien sûr. Et est-ce que tu irais à la place des messieurs, toi? Ah non, ah, oui, t'aurais peur. Hein. Oui, il me semblait bien. T'en as peur, toi, Luna? Bah, juste... Avec des protections. Avec des protections. Ah. Des protections s'il meurt. Ah oui, s'il est mort, ah oui. « 30 minutes plus tard, le grand ménage est terminé. Mais Ludwig ne remonte jamais sans un petit souvenir. On récupère souvent des dents qui tombent. Alors ça, c'est des dents qui sont perdues par les requins. C'est une manière continuelle pour eux de finalement un peu renouveler constamment leur dentition. Chaque espèce de requin a des dents particulières. En fait, on peut dire que ça correspond, on va dire, à un couteau et ça à une fourchette. Donc en fait, chaque espèce, des fois il y a des requins qui ont même les deux types de dents finalement pour avoir le couteau et la fourchette en même temps. Chaque requin perd dans sa vie près de 20 000 dents, l'équivalent d'un très beau service de table. À quelques milles de là, sur le Corentin Lucas, malgré une mer passablement agitée, la pêche continue. Il est 10 h et c'est enfin l'heure de la pause café. Métier le plus dur du monde. Assez, après. Attention, métier. On va faire un pousser, les gars. Pas trop dur de boire son café. C'est très dur de boire un café de ce temps-là.
très dur. Bah, déjà, le métier en lui-même, il n'est pas facile pour les jours. C'est ça. C'est quoi le plus difficile? C'est difficile. C'est de tenir debout. C'est reparti, le poisson n'attend pas. En termes de pêche, Thomas est presque un expert. Chaque année, il passe 3 semaines sur un gros chalutier. Sur un petit bateau comme ça, ce qui est intéressant, c'est que justement tout le poisson est valorisé. Du moment qu'il fait la taille, tout le poisson est gardé et va être vendu. Donc on va dire que c'est une bonne consommation. Rapidement, Thomas trouve son bonheur. Ouais, c'est bon. Ça se remplit. On a eu de l'araignée, un petit peu de limande, donc tout ça, ça va être pour embellir nos bacs de Manche-Mer du Nord. Après 12 heures en mer, Jonathan, le capitaine, met le cap sur le port pour vendre ses poissons aux marailleurs. Il y a entre 1007 et 2000 € de marchandises. Ça valait le coup de sortir quand même? Nous, un petit bateau comme nous, 1200 € de nassé. Par jour, 1200 €, ça ira. On n'est pas des gros mangeurs. Hein. Si, ouais, pas des gros mangeurs, t'as vu ce qu'il peut faire. À 3 ans, il va rien. Nickel. À la prochaine. Fin d'une longue nuit pour Thomas. Et quand pour certains c'est l'heure du repos, d'autres débarquent tout juste du train pour une journée de boulot. Avec son look d'adolescent et sa casquette vissée sur le crâne, Alexis n'en a peut-être pas l'air, mais c'est un cador dans son domaine. Je suis vétérinaire, je viens de Paris, je viens du parc zoologique de Paris et en fait Nausicaa, on travaille avec Nausicaa en collaboration sur, pour aujourd'hui, des échographies de raies guitare. Une fois par mois, l'aquarium fait appel à Alexis, l'un des rares vétérinaires de France spécialisés dans les échographies. Avant d'examiner les raies, il a rendez-vous avec Madame Iguane. Et pour l'aider dans ses bagages, le NEC plus ultra de l'imagerie médicale, un petit bijou à 80 000 €. Des machines qui ont des capacités de traitement d'image qui sont impressionnantes et qui, à 10 ans, ça faisait 1,50 m avec une unité centrale, c'était intransportable, c'était surtout pas sur batterie. À 7 ans, cette superbe iguane est enceinte pour la première fois. Alexis doit vérifier la bonne santé de ses œufs. Bon, bah, y en a plein. Là, ils ont une bonne forme. Hein. Ici, on a les œufs. En fait, on balaye les œufs avec la coquille qui est molle. La reproduction chez les animaux en captivité, c'est un facteur de bien-être. Donc, à partir du moment où il y a reproduction, on sait qu'ils sont bien et c'est déjà ça, c'est une belle victoire. Félicitations, Madame attend une dizaine de petits. Une grossesse qui fait la fierté du centre. C'est fini pour elle. Iguane, tortue, Simon, sa passion, ce sont les lézards, les gros lézards. Ça tombe bien, c'est l'heure d'aller voir ses petits protégés. Donc là, c'est parti pour les caïmans. Mais avant d'entrer dans l'arène, Simon n'oublie jamais son drôle d'équipement. Voilà, donc pour les caïmans, on prend par sécurité un bouclier comme celui-ci. Ça ressemble un peu au bouclier de CRS, hein, vous voyez, du plexiglas. Là, au moins, s'il y a un caïman qui a peur, qui d'un seul coup a un réflexe de se tourner, de vouloir mettre un coup de mâchoire, au moins là, toutes nos jambes, elles sont protégées. Lui, il se tape contre le bouclier et l'histoire s'arrête là. C'est enfin l'heure du repas. Malgré leur apparence menaçante, les caïmans à lunettes ne se nourrissent que 2 fois par mois. Donc moi, pour les appeler, en général, je tape comme ça avec le seau. Le fait de faire le tour en faisant du bruit, ils savent tout de suite que c'est le moment du nourrissage et ils savent que c'est là. Et là, il suffit plus que de faire ça. Voilà, ils sont tout de suite en bas. Bon là, il faut que je me dépêche parce qu'en général, ça se bouscule pas mal, ça se bataille. Donc en général, quand on nourrit, on va au plus vite. Au menu du jour, cuisses de poulet.
Leur mâchoire, au niveau puissance, en pression, ça peut correspondre à plusieurs tonnes. Donc là, c'est vrai que quand on leur donne des cuisses de poulet, même s'il y a un os, ça pose pas problème, hein, ça le casse en un rien de temps. Quand vous voyez dans les milieux naturels que les crocodiles mangent des zèbres, des gnous, des choses comme ça, c'est vrai qu'il faut se dire que c'est des animaux qui ont besoin d'avoir de la force dans les mâchoires pour pouvoir tirer leur proie dans l'eau, pour pouvoir les maintenir. Pas étonnant avec cette force que les caïmans aient traversé les siècles. Ces manchots, les caïmans n'en feraient qu'une bouchée. Stéphane, le manager, ne raterait pour rien au monde leur entraînement. Bonjour. Tous les matins depuis son arrivée, il y a 8 ans, Hélène entraîne la colonie de manchots d'Afrique du Sud. Une vraie partie de plaisir. Alors là, c'est une première partie d'entraînement pour Hélène. Le jeu, c'est un jeu en fait. C'est de suivre la cible. La cible, c'est la petite boule verte là qui est au bout de la baguette. Celui qui a touché la baguette, gentiment, est récompensé. Il y a un coup de sifflet qui dit « c'est bon, tu as fait ton exercice » et Hélène récompense avec un poisson. Alors évidemment, il faut savoir bien viser parce qu'il faut récompenser le manchot qui a bien agi. Mais comment on les reconnaît ? Au fur et à mesure de les côtoyer, de jouer avec eux chaque jour, je les connais par cœur. Donc voici Swazi, justement, petite femelle. Les points sont tous différents d'un manchot à un autre. Par exemple, Plume, elle a plein de points au niveau de la robe et elle possède un petit point juste au niveau du cou. Pingu, qui est juste derrière, possède au final peu de points au niveau de la robe. Donc au début, quand ils sont arrivés ici à Nausicaa, je les ai dessinés vraiment un par un pour essayer de les observer, les différencier au plus vite possible. Alors Kenya, je vais la faire monter, vous allez voir. Allez Kenya. Ne vous fiez pas à leur dégaine rigolote, les 20 manchots de Nausicaa sont de grands romantiques. La particularité des manchots, c'est de rester fidèles tout le long de leur vie, en sachant qu'un manchot peut vivre jusqu'à 30 ans en moyenne. Donc nos manchots sont vraiment tout jeunes, donc tous les couples sont maintenant formés. Ça a mis à peu près 3 ans avant que les couples se forment, pour que chacun puisse trouver sa moitié. Tout à fait. On a l'impression qu'on comprend ce qui se passe dans leur tête. Tu crois que tu pourrais aller les faire dans l'eau? On va essayer. D'accord. Oui. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Donc ce matin, ils sont un peu difficiles, puisque comme je le disais tout à l'heure, ils sont en pleine paranuptiale en ce moment. Et de ce fait, ils jouent beaucoup moins que d'habitude avec moi. Donc d'habitude, quand j'en demande d'aller dans l'eau, tous les manchots plongent en même temps. Donc là, on va réessayer une deuxième fois. Dans l'eau. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups, mais il reste toujours la feinte ultime, le lancer de poisson. Et là, ça marche. Hélène passe chaque jour 1h30 à entraîner les manchots. Loin du bassin préféré des visiteurs, au fond de la réserve, on retrouve Alexis, notre veto. Il est au chevet d'une vraie guitare, comme une guitare, pour voir comment se porte sa grossesse. Avec Pierre-Marie, ils doivent lui faire passer une échographie. Là, je suis en train de mettre ma solution d'anesthésique dans le bassin. Donc je l'ai prédilué avant pour que ça puisse se mélanger mieux à l'eau. Pour la suite des opérations, c'est Ludwig, le soigneur, qui prend les choses en main. Et c'est parti pour 5 minutes de pêche à l'arrêt avec une drôle d'épuisette. Dans ses filets, une raie de 35 kg, légèrement stressée. Et aujourd'hui, c'est Pierre-Marie qui remporte le concours de t-shirt mouillé. Une fois dans le bac anesthésiant, la raie s'endort en 15 minutes. Pour Alexis, c'est l'occasion rêvée d'approfondir ses connaissances sur une espèce méconnue.
C'est très stimulant quand il y a plein de choses à découvrir, etc. On ne sait pas combien de temps dure exactement la gestation, on ne sait pas comment le cycle hormonal se déroule exactement. Enfin, c'est plein d'inconnus. Et c'est parce qu'on a des aquariums comme Nausicaa qui décident de présenter ces espèces peu connues qu'on peut en tirer quelque chose et en apprendre des choses. Une fois à l'air libre, c'est une vraie course contre la montre qui s'engage. Les anesthésies les plus courtes sont les meilleures, donc il faut vraiment qu'on reste le moins longtemps possible hors de l'eau, mais ça peut tout à fait être géré, prendre de l'oxygène aérien pendant plusieurs minutes. Depuis lundi, Et après quelques minutes d'échographie... Ça a pris? Ouais, ça a pris. Voilà, c'est la fête du slip, là. Ils sont tous en train de bouger dans tous les sens. Là, on est dans l'utérus gauche. Et là, ce que vous voyez en coupe, c'est un petit, avec la gueule qui se ferme régulièrement. Au minimum, il y a 6 petits, il y en a 3 dans chaque corne. Mais on va repasser pour vérifier. C'est comme ils sont un peu mobiles. Au bout de 15 minutes, l'arrêt retrouve son bassin pour un réveil tout en douceur. Alexis, lui, n'a pas fait le déplacement pour rien. Dans 3 mois, cette raie guitare sera l'heureuse maman de 6 petits. Comme les futurs raies, 60% des animaux de Nausicaa naissent en captivité. Tu peux me donner un coup de main? Les autres, comme les poissons pêchés par Thomas, sont prélevés en milieu naturel. Notre soigneur-pêcheur n'est toujours pas couché. Avant de retrouver son lit, il a une dernière chose à faire. Avec Dominique, son boss, il doit déposer en réserve les nouveaux arrivants. Là, ils vont rester en observation, en acclimatation et on va avoir une vigilance particulière pendant environ un mois, donc 40 jours. On va beaucoup les observer et tout se passera bien. Voilà, c'est fini. Après 48 heures de service, le jour le plus long se termine enfin pour Thomas. Ces animaux, comme tous les autres, grandiront désormais dans leur nouvelle maison.